Londres 1888, un tueur insaisissable sème la terreur dans les rues de Whitechapel. 5 meurtres brutaux, une enquête qui s'allonge et un nom devenu légendaire. Jack l'Éventreur. Pendant plus d'un siècle, son identité est restée l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Little Fafa et aujourd'hui nous plongeons ensemble dans l'un des mystères criminels les plus fascinants de l'histoire. Qui était vraiment Jack l'Éventreur? Quels indices ont été laissés derrière lui? Les dernières avancées scientifiques ont-elles enfin révélé son identité? Accrochez-vous, cette enquête nous emmène en plein cœur du Londres victorien et de l'un des plus grands mystères du true crime. Les théories sur Jack l'Éventreur ont fait le tour du monde ce dernier siècle. Certains pensent qu'il était médecin, artiste, boucher, d'autres pensent qu'il était simplement fou, et d'autres encore pensent à une figure insaisissable, presque fantomatique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1888, pour 5 femmes, il n'était pas qu'une légende. Il est celui qui a mis fin à leur jour de manière complètement brutale. Londres, à l'automne 1888, est une ville en pleine effervescence, mais également marquée par la pauvreté et l'insécurité. Les rues sombres de Whitechapel, quartier ouvrier surpeuplé, sont le théâtre d'une violence quotidienne, et où la misère pousse de nombreuses femmes à la prostitution pour survivre. C'est dans ce décor peu rassurant que débute une série de meurtres qui va marquer l'histoire. La nuit du 31 août, un fiacre traverse Bucks Row. C'est là qu'un cocher y fait une découverte macabre. Une femme gisant sur le sol, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Son nom, Marianne Nichols, première victime de Jack l'Éventreur. Marianne, également appelée Polly, naît le 26 août 1845 à Londres, sous le nom de Marianne Walker. À l'âge de 18 ans, en 1864, elle épouse William Nichols. Le couple donne naissance à 3 enfants entre 1866 et 1879. Durant les premières années de leur mariage, Marianne mène une vie relativement stable en tant qu'épouse et mère au foyer. Mais la situation se détériore rapidement. Marie commence à boire de grandes quantités d'alcool et soupçonne son mari d'infidélité. L'un et l'autre se blâment pour les difficultés dans leur mariage, et en 1880, le couple se sépare. Les années passent et Marie mène une vie instable. Elle part vivre à plusieurs reprises à la Lambeth Workout, et ensuite, pour retrouver un peu de stabilité, elle repart vivre chez son père. Ce dernier ne supportera pas l'alcoolisme de sa fille, et après une dispute entre les deux, elle fera ses affaires et déménage à nouveau. Peu à peu, elle sombre dans la précarité, entourée de mauvaises fréquentations. Et après un dernier passage à la Lambeth Workout, elle se retrouve à la rue en 1887, survivant tant bien que mal dans les bas-fonds de Londres. Une année plus tard, dans la nuit du 30 au 31 août 1888, Marianne sera vue pour la dernière fois vivante vers 2h30 du matin par une femme nommée Emily Holland, près d'Osborne Street. Polly, visiblement ivre, lui explique qu'elle n'a pas encore assez d'argent pour se payer un lit pour la nuit, et qu'elle retourne donc en chercher. Ce sera la dernière fois qu'elle sera vue vivante, à l'âge de 43 ans. À 3h40 du matin, son corps sera retrouvé par Charles Cross dans Bucks Row, une ruelle sombre et isolée de Whitechapel. D'abord, il croit voir une femme ivre allongée sur le sol, mais lorsqu'il s'approche, il réalise avec effroi que cette dernière est morte. Son corps est rapidement examiné par un policier et un médecin, qui constatent qu'elle a été égorgée de 2 profondes entailles à la gorge, si violentes que la trachée et l'œsophage ont été sectionnés. En soulevant ses vêtements, il découvre ensuite d'affreuses mutilations abdominales. Son ventre a été ouvert d'un large coup de couteau et plusieurs autres petites incisions sont visibles. Bien que ces blessures soient déjà horribles, elles semblent bien moins sévères que les blessures des prochaines victimes, laissant penser que l'assassin a pu perfectionner son mode opératoire. L'autopsie conclut que le tueur l'a attaquée alors qu'elle était allongée, probablement prise par surprise et maîtrisée très rapidement. L'absence de cris ou de lutte suggère qu'il a probablement tranché sa gorge dès le premier coup, l'empêchant alors d'appeler à l'aide. Avec la découverte de ce corps, l'enquête sur Jack l'Éventreur commence officiellement, semant la terreur dans les rues de Whitechapel. À peine quelques jours plus tard, un deuxième corps est retrouvé, confirmant la présence d'un tueur en série dans les rues de Londres. Annie Chapman naît le 25 septembre 1841 à Londres sous le nom d'Eliza Ann Smith. À l'âge de 28 ans, elle épouse John Chapman. Le couple donne naissance à 3 enfants entre 1870 et 1881. Mais malheureusement, leur première fille meurt à l'âge de 12 ans d'une méningite. Annie et John se séparèrent par consentement mutuel vers 1884-1885. La raison est floue, mais la police parle d'alcoolisme et de conduite immorale. Elle fut ramassée plusieurs fois sur la voie publique en état d'ébriété. Vers mai-juin 1888, Annie vit dans une pension meublée où se massaient à peu près 300 personnes. Le 8 septembre 1888, elle est vue vivante pour la dernière fois à l'âge de 47 ans, dans une ruelle accompagnée d'un homme.
Sa description est la suivante. Teint sombre, portant un chapeau à large bord. Je crois qu'il portait un pardessus noir, mais je n'en suis pas sûre. Était-ce un homme ou un jeune? Oh, il devait avoir la quarantaine pour autant que je sache. Il semblait à peine plus grand que la morte. Il avait l'air de ressembler à un étranger, si je peux dire. Il ressemblait à quoi, un ouvrier ou quelqu'un d'autre? Il avait tout l'air de la mort en habit de misère. Le corps d'Annie est retrouvé à 6 heures du matin dans une cour située au 29 Hanbury Street, à Whitechapel. L'autopsie révèle que son meurtrier a procédé avec une extrême violence. Sa gorge a été tranchée profondément de droite à gauche, presque jusqu'à la colonne vertébrale, de manière si brutale que le sang avait éclaboussé sur le mur adjacent. Son abdomen a été ouvert, avec plusieurs organes retirés, dont l'utérus. Ses intestins ont été extraits et placés sur son épaule droite. On a estimé que le meurtre a eu lieu assez rapidement après une potentielle perte de conscience due à la coupure de la gorge. Il a également été suggéré que l'assassin possédait une connaissance anatomique, au vu de la précision avec laquelle l'utérus avait été extrait. Son meurtre, bien plus choquant que le premier, a exacerbé la peur et poussé la police à intensifier son enquête. Mais c'est à peine 22 jours plus tard qu'un troisième corps est retrouvé. Elizabeth Stride naît le 27 novembre 1843 dans la région nord de Gothenburg sous le nom d'Elizabeth Gustafsdottir. À l'âge de 22 ans, elle quitte son pays natal pour s'installer à Londres et épouse John Stride en 1869. Le couple tient un café à Poplar, mais des difficultés financières et des tensions s'installent dans le couple. En 1878, le Princess Alice, un bateau à vapeur, entre en collision avec le vapeur Bywell Castle sur la Tamise, provoquant entre 600 et 700 morts. Liz affirmera que son mari ainsi que ses enfants ont été tués dans l'incident. Il n'existe aucune preuve prouvant cette affirmation et nous savons que son mari est en fait décédé en 1884. Cette histoire a peut-être été racontée par elle pour susciter la sympathie lorsqu'elle a demandé une aide financière à l'église suédoise. À partir de 1882, elle loge de temps à autre dans une maison commune. Son mari étant toujours en vie à l'époque, on peut facilement soupçonner que le couple a donc rompu. Elisabeth vit de petits travaux et de la charité, mais sombre peu à peu dans la précarité. Elle est arrêtée à plusieurs reprises pour ivresse sur la voie publique et fréquente les pensions bon marché de Whitechapel. En 1885, elle entame une relation avec Michael Kidney, un docker violent avec qui elle mène une relation chaotique. Elle le quitte régulièrement avant de revenir vers lui. En septembre 1888, elle vit dans une pension meublée, vivant au jour le jour grâce à de petits travaux et à de la prostitution occasionnelle. Le 30 septembre 1888, elle est vue vivante pour la dernière fois à l'âge de 44 ans. Elizabeth Stride est retrouvée morte dans la nuit du 30 septembre 1888 vers 1h du matin dans Dotfield Yard, une cour sombre adjacente à Berners Street. Son corps est découvert par un commerçant juif qui rentrait chez lui et a senti son cheval s'arrêter. En descendant pour voir ce qui bloque le passage, il tombe sur le corps encore chaud et baignant dans une mare de sang. Contrairement aux autres victimes de Jack l'Éventreur, elle ne présente aucune blessure abdominale. Son assassin a simplement tranché sa gorge d'un seul coup net, sectionnant la carotide et la trachée. Cette différence pousse les enquêteurs à croire que le tueur a probablement été interrompu avant de pouvoir finir son rituel macabre. Le fait qu'elle ait été retrouvée dans un endroit aussi exposé suggère que son assassin a dû fuir précipitamment. Certains pensent qu'il a été surpris par l'arrivée du commerçant, l'obligeant donc à abandonner son crime et à chercher une autre victime. Ce qui expliquerait pourquoi, à peine 45 minutes plus tard, un deuxième meurtre est commis cette même nuit. Catherine Eddowes naît le 14 avril 1842 à Wolverhampton, en Angleterre. Son père George et son oncle William quittèrent leur emploi de ferblantier à Wolverhampton pendant la grève des ferblantiers vers 1848. Ils se rendirent à pied avec leur famille à Londres, et là, ils finirent par y trouver un emploi. George resta à Londres, tandis que William retourna à Wolverhampton avec sa famille. Lorsque ses parents meurent, Catherine retourne vivre à Wolverhampton chez sa tante. À l'âge de 21 ans, Catherine entame une relation avec Thomas Conway, un ancien soldat. Ensemble, ils voyagent à travers le pays en vendant des livres et des pamphlets pour survivre. Le couple donne naissance à 3 enfants, mais ils se séparèrent en 1881. Catherine déménage à la maison d'hébergement de Coogny, et là, elle y rencontre John Kelly, un ouvrier du marché. Assez rapidement, le couple fait face à des problèmes d'argent. Ils arrivent à Londres avec à peine 6 pennies en poche. Catherine en prend 2 pour se prendre une chambre à l'unité des soins occasionnels de Shoe Lane, tandis que John passe la nuit au Coogneys. Le lendemain, 29 septembre, ils n'ont plus d'argent. Catherine dit à John qu'elle va aller demander un peu d'argent à sa fille.
Elle part vers 14h et promet d'être revenue pour 16h. À 20h, elle est arrêtée pour ivresse sur la voie publique et emmenée au poste de Bishopgate. Vers 1h du matin, une fois dégrisée, elle est relâchée. Ce sera la dernière fois qu'elle sera vue vivante à l'âge de 46 ans. Son corps est retrouvé à peine 45 minutes plus tard, soit le 30 septembre 1888 à 1h45 du matin, sur la place Mitre Square, dans la cité de Londres. Son corps a été mutilé avec une sauvagerie extrême. Sa gorge a été tranchée, son abdomen ouvert, et plusieurs organes ont été prélevés, dont un rein. Son visage a également été lacéré, comme si l'assassin avait tenté d'effacer son identité. Ce double meurtre, survenu en l'espace de quelques minutes, marque un tournant dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Il démontre que non seulement l'assassin peut tuer 2 fois en une seule nuit, mais qu'il fera toujours preuve d'une sauvagerie toujours plus grande. Malgré l'ampleur des enquêtes et la panique grandissante, le tueur reste insaisissable. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que son crime le plus atroce reste encore à venir. Par rapport aux 4 autres victimes de Jack l'Éventreur, la vie de Mary Jane Kelly est très peu documentée et une partie de ces informations a pu être embellie. Selon Joseph Barnett, l'homme avec lequel elle vivait avant son meurtre, Kelly est née à Limerick, en Irlande, vers 1863, avant que sa famille ne s'installe au Pays de Galles. Elle aurait eu une famille aisée, bien qu'elle affirme avoir été reniée par ses parents. Mariée jeune à un mineur décédé dans une explosion, elle aurait ensuite déménagé à Cardiff, où elle aurait commencé à se prostituer avant de s'installer à Londres en 1884. D'abord domestique, elle a ensuite travaillé dans un bordel de luxe sous le nom de Marie-Jeannette avant de sombrer dans la pauvreté. Lorsqu'elle était ivre, on entendait souvent Kelly chanter des chansons irlandaises. En état d'ébriété, elle était souvent querelleuse, voire même abusive envers son entourage, ce qui lui valut le surnom de Dark Mary. En 1887, elle rencontre Joseph Barnett et s'installe avec lui. Après qu'il ait perdu son emploi, elle reprend la prostitution et héberge d'autres prostituées dans leur logement. Barnett était initialement tolérant à ceci jusqu'à ce qu'une dispute entre lui et Kelly éclate par rapport à une prostituée qu'il ne connaissait que sous le nom de Julia. Barnett a ensuite quitté leur logement et s'est installé ailleurs, mais continuait de rendre visite assez souvent à Kelly. Le 8 novembre, en fin d'après-midi, Kelly est aperçue en train de boire dans un pub de Spitalfields. Plus tard, un voisin l'entend chanter dans sa chambre. Peu après 2h du matin, elle sera aperçue en compagnie d'un homme dans Dorset Street. Ce sera la dernière fois qu'elle serait aperçue vivante. Le matin du 9 novembre 1888, le propriétaire de Marie s'inquiète de ne pas encore avoir reçu son loyer. Il envoie alors son assistant. Il frappe à la porte, aucune réponse. Alors il décide de regarder par la fenêtre, et ce qu'il découvre est une scène de cauchemar. À l'intérieur, le corps de Marie est méconnaissable. Son visage a été mutilé au point d'en être effacé, son corps éviscéré et ses organes disséminés partout dans la pièce. Son cœur a disparu. Ce meurtre marque l'apogée de la sauvagerie de Jack l'Éventreur. C'est le crime le plus atroce de l'affaire, suggérant que l'assassin a pris son temps et s'est acharné sur le corps. Mary Jane Kelly est considérée comme la dernière victime officielle du tueur. Après son meurtre, les crimes cessent mystérieusement, laissant les enquêteurs et Whitechapel dans la peur et la confusion. L'enquête sur Jack l'Éventreur débute officiellement en août 1888, après le meurtre de Mary Ann Nichols, première victime attribuée au tueur. Whitechapel, quartier misérable et criminel de l'Est londonien, n'en est pas à ses premiers crimes, mais la brutalité du meurtre choque. Scotland Yard et la police locale, sous la direction de l'inspecteur Edmund Reid, se lancent alors dans l'investigation. Dès le début, plusieurs éléments interpellent les enquêteurs. La façon méthodique dont le corps a été mutilé et la précision des blessures laissent penser à un meurtrier méthodique, possédant l'habilité d'utiliser un couteau ou peut-être doté de connaissances médicales. Le second meurtre, celui d'Annie Chapman, confirme l'hypothèse d'un tueur cherchant des trophées ou ayant une motivation spécifique. La peur s'installe à Whitechapel et la presse commence à s'emparer de l'affaire, attisant la panique. L'enquête prend alors une autre dimension et Scotland Yard envoie du renfort. L'enquêteur, Frederick Aberline, est dépêché pour suivre les opérations. À cette époque, la police suit déjà une fausse piste, avec John Pitzer, un cordonnier juif surnommé Leather Apron. Suspecté en raison de sa réputation de brutalité envers les prostituées, il est relâché, faute de preuves. Mais ce premier suspect alimente les tensions antisémites du quartier. Le 27 septembre 1888, un tournant majeur se produit. La presse reçoit une lettre signée Jack the Ripper. Cette lettre revendique les meurtres et annonce d'autres assassinats à venir. L'encre rouge et le ton macabre marquent les esprits, et le surnom Jack l'Éventreur
est maintenant dans l'imaginaire collectif. Peu après, le 30 septembre 1888, un double meurtre est commis. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes sont assassinées. Un morceau du tablier de la seconde victime est retrouvé à Goulston Street, à côté d'une inscription sur le mur marquée à la craie. Les Juifs sont des hommes qui ne seront pas blâmés quoi qu'ils aient fait. Par crainte d'émeutes antisémites, le commissaire Charles Warren fait effacer le message avant même qu'une photo soit prise. Un choix controversé qui prive les enquêteurs d'un indice potentiel. Le 1er octobre 1888, une carte postale arrive, cette fois signée Saucy Jack, mentionnant ce double événement, renforçant donc l'idée que ces lettres sont bel et bien du tueur. Mais la police peine à identifier leur authenticité. Pendant ce temps, l'enquête s'intensifie. Des prospectus sont distribués. Les policiers fouillent les asiles, tavernes et refuges et interrogent près de 2000 personnes. La police examine plus de 3000 individus, dont 76 bouchers et équarrisseurs, suspectant que le tueur pourrait travailler dans un métier lié au sang. Malgré ces efforts, aucun suspect ne correspond au profil du criminel. Après le dernier meurtre attribué à Jack, l'enquête se prolonge, mais aucune avancée concrète. En 1889, l'enquêteur Albert Line est remplacé par Henry Moore, et l'affaire commence à perdre en ampleur. En 1896, une nouvelle lettre signée Jack l'Éventreur parvient aux autorités, mais elle ne mène à rien. L'enquête est officiellement close, sans avoir jamais identifié le tueur. Faute de preuves et avec des méthodes d'investigation limitées, la police victorienne s'est heurtée à un fantôme insaisissable. Pendant plus d'un siècle, l'affaire reste l'un des plus grands mystères de l'histoire, alimentant toujours les théories et les spéculations à son sujet. Mais aujourd'hui, un nouvel indice attire. Un châle retrouvé près du corps de Catherine Eddowes. Ce châle aurait été récupéré par un policier de l'époque qui comptait l'offrir à sa femme, mais celle-ci, choquée, refusa de le porter. Tu m'étonnes. Le tissu fut alors conservé dans une boîte, resté intact pendant plus d'un siècle, avant de rejoindre le musée du crime de Scotland Yard. C'est ce même châle qui aurait permis d'identifier l'ADN d'un parent d'Aaron Skominski, un barbier polonais qui était déjà suspecté à l'époque. Interné après les meurtres, il aurait été reconnu par des policiers comme étant le meurtrier. Mais malgré cette correspondance ADN, le doute persiste. La méthode utilisée ne permet pas une identification formelle, et la possibilité de contamination n'est pas exclue. Alors, avons-nous enfin découvert l'identité de Jack l'Éventreur ? Ou est-ce juste un nouveau chapitre dans une énigme vieille de plus de 130 ans ? Merci d'avoir suivi cette enquête avec moi. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous. En attendant la prochaine vidéo, j'ai posté quelques théories en short, et d'autres arrivent très bientôt. Donc gardez un œil sur la chaîne. Et vous, quelle est votre théorie sur Jack l'Éventreur ? A bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Bye bye!